Précédemment, en animation 3D, on a couvert toute la pré-production. Du dépouillement du scénario à l'animatique 2D en passant par les concept art, on avait même commencé à parler un peu de modélisation et de rig comme pour prendre la température. Là aujourd'hui, on fait le grand plongeon. Je suis allé retrouver les 4 mêmes équipes des 4 mêmes courts-métrages d'animation 3D que pour la vidéo sur la pré-production. Vous trouverez le lien en description si vous l'avez raté. Et cette fois-ci, je leur ai demandé de me montrer toutes les étapes de la production 3D. Sans plus attendre, on repart de la fin de la pré-production. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Donc la première étape, ça a été l'animatique. Donc c'est le film version 2D, avec tous les enchaînements de plans, avec du coup quelques animations pour montrer le mouvement dans les shots, qu'est-ce qui s'y passe, ce genre de choses. Et ça sur tout le film. On a pris beaucoup de temps pour essayer d'avoir un truc cohérent. Et c'est après du coup qu'on est passé en prod. Donc le plus difficile, c'est la transition entre la 2D et la 3D. Avec cette animatique-là, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un sheet Google où on a pu répertorier tous nos shots, donc par ordre, tu vois. Donc là, on retrouve les shots de l'animatique. Donc on a tout dans l'ordre avec la nomenclature, le numéro du shot par séquence. On a défini les angles et les différentes échelles de plan. Le nombre de frames en fonction de l'animatique. On sait exactement combien de temps ça dure parce qu'on a déjà le montage de l'animatique. Okay. On a ensuite des infos sur les intentions. Donc ça, après, ça va nous aider dans l'animation de garder cette intention-là. Là, c'est la partie donc d'organisation des animateurs. L'animateur qui va se charger de réaliser le shot, l'état dans lequel il est actuellement et la difficulté du shot. Et on a aussi une petite colonne priorité. Donc pour l'instant, nos shots prioritaires, ce sont les shots du teaser. Donc là, dans moins d'une semaine, on est censé pouvoir sortir le teaser. C'est une deadline qu'on s'est fixée pour se dire, si on arrive à sortir ces shots-là, on est capable de sortir le film après. Et ça va nous aider du coup à tester toute la pipeline entièrement jusqu'au niveau de la post-production, donc avec la composition, tout ça. Je peux montrer le teaser ? Ouais, ok. Je sais pas si on te l'a montré déjà. Non. Il est prêt? Non. On l'a en version 3D. Ah ouais, ok. Ok, donc j'ai eu le privilège de pouvoir regarder en avant-première une version 3D du teaser. Trop stylé. Mais les véritables teasers finalisés des films d'animation des étudiants de l'ESMA, ils seront disponibles publiquement à partir du 20 juin 2026 et ils sortiront petit à petit sur YouTube jusqu'au 26 août. Donc si vous êtes curieux, je vous suggère d'aller vous abonner à la chaîne YouTube de l'ESMA parce que les films dont on va parler aujourd'hui, on pourra bientôt voir à quoi ils ressembleront vraiment. Cette vidéo est en partenariat avec l'ESMA et je tiens à remercier l'école de m'avoir donné l'occasion d'embêter les étudiants. Je dis étudiants, mais ce qui était vraiment trop cool, c'était de passer du temps avec des artistes. J'avais pas l'impression d'entrer dans une école, j'avais l'impression de mettre les pieds dans un vrai studio professionnel. J'adore l'animation, j'aime tellement en savoir plus sur comment ça marche, sur tous les petits détails, tous les paramètres et les curseurs qui permettent de créer des univers impossibles. C'est vraiment une usine à rêves. Donc passer une journée avec autant de passionnés à pouvoir les regarder faire et poser toutes mes questions, c'était un pur privilège. Si vous aimez l'animation de près ou de loin, j'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. L'ESMA, c'est l'école supérieure des métiers artistiques. Donc il y a plusieurs formations qui sont mondialement reconnues et présentes dans plusieurs villes. On a de l'animation 3D et effets spéciaux, on a du design graphique, du jeu vidéo, de l'architecture d'intérieur. Et en l'occurrence, moi je suis allé sur le campus de Toulouse pour rencontrer les étudiants en 5e année de la formation animation 3D et effets spéciaux. Et pour cette dernière année, ils sont répartis en groupes d'une dizaine d'étudiants pour travailler 1 an sur leur film de fin d'études. Un court-métrage d'animation de 5 minutes qui présenteront à un jury composé de professionnels de l'industrie. L'année dernière, par exemple, dans le jury, il y avait des gens de chez Pixar, Illumination, Sony, Fortiche, je vais pas tous les faire. Pour plus de renseignements sur les formations de l'ESMA, vous pouvez cliquer sur le lien en description et vous y trouverez aussi leur chaîne YouTube pour aller voir les teasers. D'ailleurs, on parlait du teaser et de tester la pipeline. Petit rappel, c'est quoi déjà la pipeline? On pourrait imaginer le pipeline comme un gros arbre avec plein de branches et une ligne centrale qui vient tout regrouper en fait. Okay. Donc on part de plus on est haut dans la branche, plus c'est les étapes du début. Donc modélisation, UV, tout ça. Et plus on descend, plus on serait vers l'étape la plus avancée, donc le rendu, le lighting, choses comme ça. La plus conventionnelle, on va dire, celle qu'on nous apprend au début des études, c'est venir nous organiser de manière précise pour dire, ok, bon, bah, par exemple, ça sera de la modé, où est-ce qu'on va l'exporter, comment on va l'importer dans les autres scènes, comment on va faire suivre tout ça. Donc il y a aussi un système de référence où en fait on fait des références de scènes qui font eux-mêmes des références de scènes, etc. Et il peut y avoir un moment où voilà, on a exporté un truc et en fait on se rend compte qu'elle n'est pas dans la scène finale, ou alors on peut avoir un problème de nom à un endroit et du coup ça fait tout péter, quoi. Et ça c'est typiquement à débugger, à corriger comme problème, c'est vachement long et compliqué, et c'est surtout la manière dont on va procéder, en gardant vraiment cette structure de les premières étapes,
qui consiste à la modélisation et aux UV, au texturing et tout, jusqu'au lighting rendu. D'accord. Bon, commençons par les premières étapes alors. Mon rôle sur le projet pour l'instant, c'est de modéliser les caras. Donc on a 5 personnages dans le film. On a Coil, le robot bleu, le batteur, le bassiste et le guitariste. Du coup, le guitariste, c'est le leader. Du coup, au niveau de la pré-production, on a validé tous ensemble un cara. Du coup, au début, ça commence. J'ai une scène vide. Donc vraiment, j'ai vraiment rien dans ma scène. Donc du coup, ce que je commence à faire, c'est importer déjà les designs qu'on a choisis pour que je puisse m'en servir selon les angles de vue. Donc voilà, side, je peux voir aussi de côté, de front, etc. Donc pour pouvoir modéliser. Donc la première partie à faire, déjà, c'est un bloc. Donc c'est avoir les proportions correctes. Donc on prend des géométries très basiques qu'on va venir déformer et placer correctement, déjà pour valider en premier lieu la shape. Sur tous les axes. En fait, au début, je pars d'un cube, je vais faire mes arêtes saillantes, et après, je peux encore venir rajouter des divisions, et je peux venir à l'intérieur taper, et faire une forme. Après ça, pareil, je vais rajouter des arêtes saillantes, et une fois que j'ai rajouté des arêtes saillantes, si je veux, je ne l'ai pas fait, si je veux, je peux encore venir, en fait, et du coup, on travaille comme ça, du plus gros, et après on rajoute du maillage pour venir tenir la topologie, tenir les arêtes au bon endroit pour avoir les rebonds de lumière parfaits. Et une fois qu'on a ça, hop, on peut aller de plus en plus loin dans la géométrie. Donc on fait bien attention à bien tourner sa caméra autour, on n'hésite pas à vérifier, à triple vérifier, parce que en fait l'étape d'après du coup, c'est d'avoir un bloc un peu plus poussé. La 2D, on s'en sert pour les proportions, pour la première étape, mais ici par contre la deuxième étape, j'ai plutôt me référer à mon modèle. Là j'ai les formes qui correspondent, mais par exemple là j'ai pas encore le trou du bras. Donc je vais faire une deuxième partie où dans mes formes, dans mon blocking, je vais venir récupérer au moins les trous au bon endroit, essayer de placer les trous du cou au bon endroit. Et du coup, par exemple, là, j'avais la shape, donc j'ai la largeur, la hauteur et j'ai les angles. Et ici, je vais commencer à essayer déjà à récupérer le trou et le placer au bon endroit et venir récupérer un peu plus de détails à l'intérieur. La grosse différence, du coup, entre l'étape finale et celle-ci, déjà, on peut la voir, c'est la quantité de maillage pour que la surface, elle tienne. Mais c'est surtout les angles. Parce que quand on est en hard surface, ce qui est important, c'est le lissage. Nous, quand on fait des rendus dans le logiciel, on va appuyer sur ce qui s'appelle le Preview Smooth ou le 4000 Clark. 4000 Clark, ça va prendre la face et la diviser en deux. Et en fait, je peux venir, moi, choisir le nombre de divisions. Donc, en deux, jusqu'à avoir, je peux atteindre des millions de polygones. C'est Ed 4000, c'est un des fondateurs de Pixar qui a créé ce système à l'époque. Et donc, du coup, ça a son nom, 4000 Clark. Et voilà, il y en a plusieurs de systèmes de division des faces, mais là, c'est le sien. Donc ça vient venir diviser la face à chaque fois en son centre. En gros, ça va venir lisser les formes. C'est-à-dire que par exemple, pour avoir des angles beaux, parce que dans la 3D, il n'y a pas d'arête saillante. Une arête saillante comme celle-ci, ça n'existe pas, c'est pas possible. Du coup, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on va venir lui ajouter des divisions comme ça pour avoir quelque chose de plus... Voilà. Mais il y a aussi une autre manière de le faire, c'est d'appuyer sur une touche dans le logiciel qui va venir tout smoother. Tout lisser, du coup mon cube là il va venir déformer, il va former une sphère. La difficulté du hard surface, c'est de garder des faces lisses, très planaires, très très lisses, mais avoir des rebords où on a un angle où on peut venir attraper de la lumière. Donc, la difficulté vraiment c'est ça. Donc là par exemple sur cette pièce, j'y suis pas du tout. J'y suis pas du tout, j'ai des pénétrations partout, là je voulais garder la forme de base. Et après, l'étape d'après, c'est venir vraiment la modéliser pour que j'ai parfaitement les bevels placés au bon endroit. Donc par exemple, là, tu vois, là, je suis en mode 4000. Là, je suis pas en mode 4000, plutôt, on va dire. Donc on peut voir le maillage. Donc ça s'appelle des bandes de sécurité. En gros, cette arête ici, je veux la préserver le plus possible. Donc je lui ajoute des bandes de sécurité. Donc là, c'est vraiment l'étape cruciale, c'est garder des faces planaires, mais aussi essayer de maintenir les bevels au bon endroit. Donc c'est vraiment la plus grosse difficulté du hard surface quand on fait des robots ou des meubles, des tables, etc. C'est le hard surface, c'est tous les objets non organiques, plastiques, métalliques, etc. Et donc bien sûr, il y a certains objets qui vont être incurvés. Enfin, c'est pas forcément plat. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a 5 personnages. Je peux te montrer, j'avais préparé une scène. Du coup là, c'est nos 5 personnages principaux. Et en fait, on en a pour les pieds et la main. À chaque fois, on est parti sur la même. Donc ils vont avoir des textures différentes, mais la main, la modée, elle nous a pris plusieurs semaines à faire.
Et donc du coup, C'est un putain de vaisseau. ouais, c'est ça, c'est que en fait le hard surface, c'est que on peut toujours aller de plus en plus petit, de plus en plus loin. Moi je trouve ça stylé. C'est pour ça que j'aime bien la modée, c'est qu'à la fin je suis satisfait d'avoir un maillage équilibré avec des carrés parfaits. Ça c'est aussi ce qui est important dans le hard surface et même dans la géométrie, dans la modélisation en général. Quand on veut un rendu très réaliste et qu'on utilise des maps de displacement, quand on déforme la géométrie, c'est important d'avoir des faces carrées pour que en fait quand elle va venir être divisée, qu'on garde encore toujours cette uniformité et du coup que les déformations se fassent correctement. Du coup, une fois que j'ai fait toutes mes pièces, il y en a énormément, je vais avoir un bordel pas possible dans ma hiérarchie. Là on peut voir si je déplie, c'est tous les objets, tous les groupes qui constituent le personnage. Donc ce qui est vraiment bien avec la team, c'est qu'on a créé un petit outil qui va venir me permettre de renommer mes objets. Donc par exemple là, on a des petits suffixes pour que d'autres logiciels puissent venir comprendre sur quoi on travaille. Donc ça, du coup, le underscore group ou le underscore géo, c'est important de les avoir. Ça, c'est super important parce qu'après, quand je vais venir dans d'autres logiciels m'en servir ou faire des exports, etc., que tout soit bien rangé, que tout soit correct. Et du coup, pour les personnages plus organiques, est-ce qu'il y a une différence? En fait, le hard surface, c'est tout ce qui va traiter globalement de modèles, je sais pas si on peut les qualifier d'industriels, mais un bâtiment, ça va être du hard surface. Et typiquement, on va appeler de l'organique quand on va faire un personnage humain ou quoi que ce soit. Okay. Alors moi, pour ma part, j'ai commencé directement sur ZBrush. Okay. Ça me permet, comme avec de l'argile par exemple, de commencer avec des formes assez générales. Alors ça m'empêchera évidemment au début d'avoir une topologie qui est propre et qui permettra de faire du texturing proprement. Donc on va bloquer les volumes généraux en se basant bien évidemment sur les concept art qu'on a fait au préalable dans toute la partie pré-production. Là on a par exemple le concept art que j'avais fait en début de production il y a quand même quelques mois maintenant, sur lequel je me suis basé pour faire la modélisation du poisson. Au début, le fait de travailler tout seul sur cette modélisation, ça fait qu'on a presque un peu des œillères, on va pas voir forcément les erreurs ou même les anomalies anatomiques qu'on peut avoir. Donc c'est pour ça que dans cette phase-là, c'est important d'avoir beaucoup de dialogue avec les membres de l'équipe, d'envoyer régulièrement des images pour qu'ils puissent nous faire des retours. Ça fait partie des tout premiers blockings que j'avais en termes de modélisation. On voit que c'est pas forcément propre, qu'il y a encore plein de petites zones rugueuses, et même anatomiquement, ça n'a plus rien à voir pour le coup. C'est à partir de là qu'on a énormément de dialogue, que j'ai justement les collègues qui me permettent, grâce à des outils, de venir comparer les différences que j'ai. Il y en a certains qui vont redessiner par-dessus pour m'aider à parvenir à la bonne qualité de rendu et de volume. Là, c'est la version la plus récente. Une fois qu'on a ceci, cette scène elle va me permettre aussi de récupérer les détails de displacement. Donc la displacement, ça va être un volume qu'on va rajouter au-dessus pour rendre par exemple les edges qu'on a ici, les rendre un peu plus sharp, parce que forcément quand on récupère la modélisation de base, on perd énormément de détails. Là par exemple, c'est quand on est au plus bas niveau de subdivision de mon modèle, on voit qu'on perd beaucoup de détails, il y a des endroits qui sont très crénelés. Mais malgré tout, c'est nécessaire d'avoir ce niveau-là quand on arrive dans les logiciels de texturing, parce qu'avec un modèle très divisé, l'ordinateur va pas supporter, ça va ramer, on va avoir des crashs intempestifs. La topologie, ça traite des polygones. Grosso modo, la topologie, ça va être tous les petits carrés qu'on voit sur mon modèle, c'est ce qui va composer la topologie de mon personnage. Et ce niveau de topologie-là, évidemment, quand on va vouloir sculpter des détails plus précis pour enlever ce côté crénelé, on va être obligé d'en rajouter. Par exemple, quand je rajoute un niveau, on voit que les carrés sont beaucoup plus resserrés, ça rend le modèle plus dense et beaucoup plus lourd, mais ça permet de venir sculpter ces spirales par exemple, d'aller plus en profondeur dedans, leur donner plus de détails. Par exemple, vu que j'ai des écailles aussi, je suis venu sur le ventre de mon poisson sculpter ces écailles pour transitionner entre celles qui seront en modèle à part et celles qui seront directement sculptées sur le personnage. Et on voit que plus, au fur et à mesure que je monte, plus j'arrive à récupérer des détails. Typiquement, on va dire que ça, c'est le modèle que j'ai importé dans le logiciel de sculpting après avoir fait tout ce qu'il fallait en termes de retopologie. La retopologie, c'est le fait de venir à la main mettre les carrés pile comme on veut, les séparer aux endroits qu'on veut pour qu'au rig, ça puisse tenir, qu'on ait des bonnes déformations. Une fois que j'ai fait ceci, je vais me retrouver avec mon modèle au plus bas niveau. Et je vais sculpter petit à petit. Je vais pas directement me mettre au niveau le plus haut. Disons qu'en sculptant directement au niveau le plus haut, je vais avoir des artefacts et une sculpture qui sera pas forcément lisse. Admettons que à cet endroit-là, je vais sculpter une spirale. Donc je vais prendre une broche en particulier. Hop, tac. Je vais venir faire ma spirale. Là, elle est moche parce que le brush d'office est assez crénelé pour rajouter du détail.
Et le fait d'avoir beaucoup de subdivisions, ça fait que quand je vais venir lisser, il va avoir du mal et je vais avoir quelque chose qui se voit beaucoup. Alors qu'à l'inverse, si je pars du niveau le plus bas, que je commence à marquer petit à petit ma spirale et que je monte petit à petit, ça me permet de venir la préciser et de lisser les détails au fur et à mesure avec moins de maillage, donc de façon plus propre. Là, typiquement, si je lisse, ça va lisser fortement, presque me faire perdre tous les détails. Et petit à petit, on va escalader, rajouter des détails à ce niveau-là. Une fois que la modélisation est validée sur le personnage, il est temps de faire les UV. Et ça, c'est la partie la plus pénible. Là, je peux vous montrer le leader qui est totalement déplié. Donc moi, je vais assigner un petit checker. Un checker, c'est une texture, c'est celle-ci. Donc en gros, ça m'indique déjà une direction, ce qui est pas mal, mais aussi c'est des carrés parfaitement droits. Et ça me permet de voir si mon UV va être déformé. En gros, moi, par exemple, quand je vais texturer mon objet, je vais aller récupérer des textures qui sont sur Internet, de grunge, par exemple, de surface un peu sale, de poussiéreuse, etc. Donc, si je veux, je peux m'en servir pour texturer mon objet. Et pour pas que cette texture-là, qui est plate, planaire, elle se déforme, et bien, il faut absolument que moi aussi, mes carrés ici, du coup, ne se déforment pas. Donc, je dois absolument vérifier tout autour de mon objet, voilà, que tout fonctionne. En gros, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de déformation possible, ou alors qu'elle ne se voit pas. Quand on déplie des UV, obligatoirement, on va avoir des coutures. En fait, là, les traits blancs, c'est là où j'ai choisi de couper. Okay. Mais en soi, du coup, c'est des endroits où quand on est face à l'objet, j'aurais pu couper ailleurs. Voilà. Mais logiquement, la surface la plus plane et la surface qui sera le plus visible à la caméra, j'essaye de ne pas la couper. Après, j'aurais pu encore optimiser parce que là, on voit carrément qu'il y a énormément de choses. Là, j'aurais pu très bien venir récupérer cet edge-là. Il est Stitch Together. Ah ouais, la galère. Et je la re-unfold, si elle veut bien. Mais en fait, si je fais pareil ici, je fais pareil des quatre côtés. Oui, à un moment donné, ça va se pousser, ça va déformer la forme. Donc certes, j'en ai beaucoup, mais je trouve que c'était la meilleure manière de faire. Et après, maintenant, on utilise des logiciels de texturing. Donc là, je ne vais pas pouvoir te montrer et t'ouvrir. Mais on texture aussi beaucoup en 3D avec des projections. Ouais. Et donc du coup, peu importe où sont les coutures, si j'applique la texture, il va comprendre, il va la mettre au bon endroit. Nous, on travaille, on fait du réalisme. On essaye d'avoir les textures les plus qualitatives possibles, d'avoir un rendu plus fidèle à la réalité. Et donc du coup, on a besoin d'énormément de densité, de pixels. En comparaison, il y a d'autres projets où, par exemple, on va faire des textures stylisées, où on va faire que de la peinture à la main, etc. Ça va nous demander beaucoup moins de définition. Du coup, nos personnages là, tu les as tous dépliés. On peut voir que par exemple Coil comparé au leader, ils sont plus petits. Ça veut dire qu'on a essayé de faire en sorte qu'il ait plus de surface. Donc par exemple si je clique sur lui, et là c'était une fierté de l'équipe, parce que ça a mis longtemps. On a une photo là. Je vais me faire engueuler, c'est pas grave. On l'a imprimé. Ah ouais. Parce qu'il y a une 60aine du DIM. Wow. De toute façon ils l'ont là, mais Coil, le premier, on était 4 à travailler dessus quand même. Un sur les pieds, un sur les mains, moi j'étais sur le corps, un autre sur la tête. Et les UV, il y a une seule personne qui l'a fait. Et il a mis 3-4 jours, Karl, à le faire. Et donc du coup, à la fin, là, ça peut pas paraître énorme, mais en fait, la main, il y a des dizaines et des dizaines d'objets à déplier, donc à placer les coutures à chaque fois à la main et à déplier. C'est fastidieux, c'est fastidieux. C'est pas le travail préféré dans l'industrie généralement de déplier des UV, mais on est obligé de passer par là. C'est vrai que les UV sur un truc organique comme ça va être une galère. Ouais, c'est assez compliqué. Si on prend un personnage humain, quand on fait des cuts UV, on les voit à cet endroit-là en fait. On voit que les petits carrés ne se suivent plus. Si on a un switch de couleur à cet endroit-là par exemple, ça se verra. Donc généralement, dans la mesure du possible, surtout pour les visages, on essaye de pas cut au milieu. Moi, pour le coup, vu que le personnage est énorme, que j'ai plein de petits détails, de petits pointillés qui font que c'est pas réellement problématique. Et ensuite, je vais découper mon personnage en plusieurs morceaux. Parce que si je faisais un seul morceau pour le corps, par exemple, je perdrais trop de détails. Donc là, en l'occurrence, je suis venu le couper en 2 ou 3 pour essayer d'avoir des détails de texture, de displace suffisants. Moi, je m'arrête à peu près là et après, j'envoie ma modélisation à Eve qui les rig. Okay. Et donc, du coup, elle va me faire des retours et elle va me dire, là, par exemple, le dernier retour sur le robot bleu que j'étais en train de travailler dessus, elle me disait, là, le diaphragme, il fonctionne pas correctement, il est trop petit. Du coup, quand j'écarte les lamelles, ça fait des trous. Du coup, je suis en train de corriger. Elle m'a parlé d'autres choses. Là, par exemple, ici, c'est tout bête, mais je n'avais pas fait attention. J'avoue, je modélise énormément. Je modélise beaucoup de pièces. Il faut que j'enquille, il faut que j'avance. Ouais. Et en fait, quand on on tourne ici le bras, pas cette pièce, mais quand on tourne ici le bras, ça pénètre.
c'est horrible. Ah, bah oui. C'est horrible. Et donc du coup, je vais devoir redesigner cette pièce pour trouver une accroche différente pour qu'elle puisse tourner correctement autour du... On essaie d'aller vite en vrai. C'est pour ça qu'en même temps, on se retrouve à faire ce genre d'erreur. C'est que là, par exemple, ce robot, j'ai mis 3 jours dessus. Ok. à le faire. C'est rapide quand même, je trouve, pour un truc aussi détaillé. Du coup, maintenant, ça va être les allers-retours sur les personnages avec Eve pour qu'elle puisse les riguer correctement. Eve, on l'avait interviewée dans la vidéo précédente, ainsi que Tom, et ensemble, ils nous avaient expliqué en quoi consistait le rig. Comme j'ai eu qu'une petite journée pour apprendre de nouvelles choses, j'ai dû choisir mes combats et j'ai malheureusement pas pu passer plus de temps à découvrir l'étape du rig. Donc voici un petit extrait de la vidéo de la pré-production pour réexpliquer rapidement le concept. Du coup, moi, là, actuellement, je bosse sur le rigging. C'est l'étape de création du squelette des personnages. Je m'occupe actuellement d'un quadrupède et il va falloir que je crée donc son squelette. Une fois avoir créé son squelette, il va me falloir créer des contrôleurs, des outils en fait qui vont permettre d'animer le personnage de manière agréable pour l'animateur. Parce que l'animateur, il va pas avoir envie d'animer chaque os du squelette indépendamment. C'est très désagréable à faire. Et du coup, mon travail en tant que rigueur, c'est de créer ces contrôleurs qui vont automatiser plusieurs mouvements, plusieurs déplacements du squelette. Donc moi, mon travail, en fait, c'est de faire en sorte que les robots bougent d'une façon acceptable pour les spectateurs et de rendre le travail plus facile pour les animateurs. Avec les robots, c'est un peu plus challengeant parce qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on doit inventer et faire en sorte qu'ils soient pas trop bizarres. Donc si on a des mouvements avec le bras qui se plie 3 fois par exemple, ça peut vite donner un effet un peu monstrueux. En mécanique, en général, on décompose les mouvements. Donc par exemple, pour nous, un bras qui bouge comme ça, les articulations, elles sont un peu toutes au même endroit, c'est au niveau de l'épaule. Alors que sur un robot, on va la découper, il y a une partie de l'épaule qui va monter comme ça, une partie qui va faire ça, une partie qui va tourner comme ça. Et l'idée, ce serait que pour les animateurs, il y ait un seul contrôleur qui gère tous ces mouvements, qu'ils n'aient pas à animer tous les mouvements décomposés du robot, etc. Donc mon travail, c'est de simplifier et d'automatiser au maximum. Le plus simple à expliquer et le plus intuitif à comprendre, ce qu'on appelle, nous, FKIK. L'IK handle, c'est prendre à l'envers notre squelette. Et donc, en fait, quand on va tendre le bras comme ça et qu'on va prendre le contrôleur qui est ici, qu'on va le tirer vers l'arrière, le bras va se plier automatiquement. Ça automatise toute la chaîne du bras, en fait. Et quand on bouge le corps, le bras reste à sa place. Et c'est des systèmes qui peuvent facilement casser, notamment avec le bras qui part dans l'autre sens ou la géo qui se déplace par rapport au squelette qu'on a posé à l'intérieur. Souvent, ce genre de problème, c'est dû à des cycles dans les contrôles. Les bones contrôlent des contrôleurs qui contrôlent des bones, etc. Et quand on fait des retours arrière, en fait, les retours arrière ne fonctionnent pas, donc il faut tout recommencer depuis le début. Donc le rig, ça permet à l'animateur d'avoir le contrôle sur les mouvements du modèle 3D. Ce qui veut dire qu'on peut commencer à animer. Oui, mais d'abord, il faut positionner chaque élément de la scène à sa place. Une fois qu'on s'est modélisé les assets et qu'on les a assemblés pour créer du coup l'environ de la séquence ou de la scène, on les a après disposés en référence avec un premier travail de prévise. Donc c'est prévise, c'est du layout, c'est-à-dire qu'on a récupéré les références, on les a positionnés en fonction du shot, ce que la caméra voyait, et on a aussi du coup positionné la caméra pendant le travail de prévise. Et après ça, quand on a voulu commencer à animer, on est reparti de zéro, on s'est recalé nos assets et en référence. On s'est recalé le rig aussi qui avait évolué entre-temps parce qu'au moment de la prévise, on n'avait pas de rig, c'était que des géos. Donc on s'est réimporté ça en référence dans nos scènes d'animation avec la caméra qui a été créée, elle aussi en layout. Ok. Donc ce que je fais moi, c'est que je vais ouvrir Maya en gardant l'animatique en tête. On a ce shot, c'est à peu près au milieu du film où tu as la radio qui sautille à force qu'il y ait les robots qui tombent sur le tapis. Et au bout d'un moment, du coup, Coil va replacer la radio. Parce qu'elle est à 2 doigts de tomber. Donc là, dans le shot là, on voit la main de Coil, on voit le son tapis et on voit la radio. Donc ce que je vais faire, c'est que par référence, je vais récupérer l'asset de la radio, le rig de Coil et l'asset de son tapis. Et pour avoir une scène clean et légère pour qu'on puisse animer par-dessus, du coup, on va aller chercher en effet des assets qui sont optimisés, low poly, pour éviter que lorsqu'on anime, ça lag. Du coup, j'ai importé les rigs, je les ai placés en fonction de la vue de caméra et j'ai commencé à animer avec l'intention du shot qu'on s'était dit avec l'animatique. Du coup, lorsque la scène a été créée, on avait déjà le nombre de frames qu'il nous fallait pour réaliser le shot. Ça nous évite d'avoir un film plus long que ce qu'on imaginait à la base. Ce que je fais moi pour travailler, c'est que j'utilise une double vue, une vue avec la caméra pour savoir constamment qu'est-ce qu'elle voit.
Tac, tac, voilà. Avec une petite self-action. Ça, la self-action, c'est très utile pour les animateurs. Elle nous permet d'éviter d'animer en bord cadre. Afin d'avoir une animation plus clean et de pouvoir bien la lire, on évite de mettre des informations en bord cadre. Donc ça, c'est le shot où il remet la radio en place. Ça, c'est un document qu'on se crée avec les animateurs. Ça s'appelle une anim chart. Donc ça va regrouper les différentes règles que l'on va respecter, nous, en tant qu'animateurs, pour éviter d'avoir un style d'animation différent. On vise une animation semi-réaliste. On reprend les bases, on a les 12 principes de l'animation qui seront respectés dans notre film. Coil, il va passer par différentes étapes d'émotion et donc on se les est notifiés dans le film avec des courbes pour à l'animation après savoir dans quel état il se trouve et comment on va l'animer. Lorsque Coil va avoir ses visions et va vivre son trauma, il y a un switch qu'on va réaliser sur l'animation. Il va passer d'une animation très robotique à une animation plus humaine. Et ces passages-là sont des passages clés de la narration car Coil va avoir une évolution, va avoir un switch et ça va permettre aussi au spectateur de comprendre comment il évolue et ce qu'il ressent. Donc voilà, on a des références, on a fait un travail de recherche sur ces différents modes robotiques, humains. Après, il y a des trucs un peu plus techniques, genre se laisser des frames de marge, surtout pour les raccords de mouvement, pour pouvoir au montage faire le cut parfait. Ça, c'est la méthode qu'on suit en tant qu'animateur. C'est les différentes étapes qu'on va suivre pour pouvoir réaliser notre shot et arriver à le finir entièrement. Donc en premier, ce qu'on fait, c'est on crée des références et on les analyse. Les références, c'est on prend notre téléphone et on se filme en train de faire la chose. Okay. Par exemple, pour le shot de Coil qui remet sa radio en place, j'ai demandé à mon pote Lohan de me filmer. Je me mets dans la même position de Coil avec une caméra similaire à celle du shot et je réalise l'action pour avoir le timing et avoir un spacing assez correct. Ça, c'est très important vu qu'on vise une animation semi-réaliste. Une fois qu'on a fait ça, on peut s'ouvrir un petit scene sketch. C'est un super site où on peut écrire par-dessus nos références. Okay. Donc par exemple, là, pour les refs de FFE, on va prendre une ref qui n'est pas trop embarrassante. Alors ça peut être une ref que j'ai filmée ou ça peut être une ref que je reprends sur Internet. Genre là, par exemple, c'est une vidéo que j'ai reprise de Elvis Presley qui est en train de faire des pas de rock. Parce que c'est notre référence principale pour le leader, qui est un des personnages que j'anime dans le film. Et donc, il fait un petit mouvement avec ses jambes quand il bouge, qui est très intéressant, et je l'ai repris pour un shot. Donc là, avec Scene Sketch, on peut, frame par frame, dessiner des trucs. Donc là, par exemple, j'ai analysé la posture du gars. Donc là, il a une belle courbe. Hop. J'ai analysé, du coup, le mouvement de ses genoux qui est assez sec. Il donne un coup de genou et du coup, il suit après avec son bassin et le torse. Voilà. Là, pour la radio, comme c'était un geste assez simple, je me suis pas fait une analyse. J'ai plutôt je me suis ouvert sur le côté, hop, comme ça, la référence. Après, du coup, j'ai animé en fonction de ce que je voyais avec le timing. Ensuite, on va passer au blocking 1. Donc, c'est une animation en stepped, c'est-à-dire qu'on va poser notre personnage, nos robots, avec des poses très importantes. Ce sont les poses clés, les poses clés de notre anime. Les poses clés, ce sont les différentes poses qu'on va donner au personnage lors de l'animation. Au cours du mouvement, quoi. C'est ça. Le step, c'est un mode qu'on met sur le logiciel qui va nous permettre de lire les poses lorsqu'elle apparaît. Ça va rester dans une anime assez sec. On va passer d'une pose à une autre en une seule frame. Okay. Donc on a bien travaillé le posing avec une silhouette très dynamique. Faire attention aussi aux tangentes. Dans notre cas, Mortal Coil, notre personnage, c'est un robot, il ne s'exprime pas, il a un œil, mais il n'a pas de bouche. Du coup, on va énormément venir travailler la silhouette du personnage pour pouvoir arriver à bien exprimer ce qu'il ressent via le body acting. C'est un truc très important qu'on travaille beaucoup et notamment grâce aux références, on peut se permettre de pousser ce travail-là assez loin. Version numéro 12, c'était il y a un petit moment. Ouais, on est à la version 92 maintenant. Ça, c'est la première scène d'anime que j'ai fait sur ce shot-là. Ouais, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, tu vois, là, je suis pas en step, du coup, t'as le truc qui est smooth, mais qui est hyper lent, qui est mal timé. On va se remettre en step. Ah non, je suis en step. Voilà. Bon, la main est un peu dégueu. Vu qu'il y a eu des mises à jour de rig, normalement, la main, elle était vraiment toute droite. Du coup, ce qui se passe, c'est en bloc, tu vas poser le timing et les poses clés, par exemple, de la radio qui sautille en fonction de la ref. Donc là, hop, elle sautille, elle bouscule un peu, elle est sur le bord cadre. Hop, Coil qui va mettre la main, qui la remet. Et après, il enlève normalement. Du coup, en bloc 1, nous, on va juste poser les poses clés. Et en bloc 2, c'est là où on va rajouter les in-between, les breakdowns.
on va placer les in, les out. Ce sont des moments où on va plus ou moins accélérer le mouvement. Donc si par exemple de cette position où il a les 2 doigts sur la radio, il passe à cette position avec la main entièrement sur la radio. Si je veux que ça soit un petit geste rapide, du coup je vais rajouter un in-between qui va accélérer le mouvement. Genre entre les deux, je vais avoir une pause qui se rapproche un peu plus de cette pause-là. Et du coup avec le spacing, il va faire tac. Et avec les in-between, on va avoir une animation un peu plus fluide. Parce qu'en bloc 1, il bouge toutes les 10 frames, enfin t'as un mouvement très robotique quoi. Donc là on est sur un bloc 2, la radio continue de sautiller. On a Cole qui arrive dans l'image, on va pousser un peu plus l'animation avec l'intention de, ok, il pose la main, mais il va quand même prendre le temps de bien la placer pour pouvoir la pousser délicatement. Comme pose clé, tu vois, tu peux avoir ces deux-là. Tu as la main qui rentre dans le cadre et la main ensuite qui va se poser sur la radio. Mais entre les deux, j'ai rajouté ce petit détail-là. Tu as d'abord les doigts qui se posent et après la paume. Et du coup, ce petit décalage-là, c'est ça qui va rendre la chose un peu plus fluide. Et je l'ai un peu plus peaufiné, du coup avec un bloc plus poussé. Donc là, c'est la version actuelle du shot. La manière dont on est organisé au niveau animation, on va pousser les shots dans un bloc plus. Okay. Donc bloc 2, comme je t'ai dit, c'est bloc 1 mais avec des in-between. Là, bloc 2+, c'est vraiment, on va rajouter de plus en plus de keys pour fluidifier au max l'animation, pour pouvoir nous faciliter la tâche quand on passe au spline. Okay. Pour que le passage entre les deux évite ces moments un peu de mou, qui rendent l'animation un peu dégueu. Du coup là, actuellement, c'est mon bloc 2++. La différence entre les deux, c'est que j'ai rajouté cette petite intention où Cole va d'abord la pousser avec 2 doigts et après la prendre entièrement. Genre il la recale bien sur le bord du tapis et après il la repousse. Une fois qu'on a cette animation-là, qui est assez poussée, du coup on attend validation du professeur d'anime, qui est notre lead anime. Et une fois qu'on a sa validation, du coup on pourra passer en spline. Donc on enlève le step. On va voir si je peux déjà l'enlever maintenant. Juste voir qu'est-ce que ça rend. Savoir si j'ai bien fait mon travail ou pas. Donc là, si je la place en spline. Ok, il y a quelques trucs qui déconnent. Il y a quelques trucs qui déconnent. Mais on sent, il y a quand même un mouvement. Waouh. Ça, c'est le switch. Parce que je passe de doigts en FK, donc ils sont juste en contrôleur, genre en local, à un contrôleur IK où le doigt va aller se poser sur la radio. Du coup, il y a un petit switch là, un peu dégueu, mais ce sera corrigé facilement. Mais tout ne s'anime pas à la main comme ça. Il y a aussi des éléments qu'on peut simuler avec les effets spéciaux. Donc j'ai créé un outil pour faire tous les cordages du bateau. Et il y en a dans tous les plans pratiquement en fait, de l'animatique, parce qu'il y en a à l'intérieur, des roulés, pendus, tout ça. Et après, il y a toute la structure du bateau à faire. Donc il y a tous les cordages autour et tout. Et on les simule pour qu'elles aient la bonne forme. Et après, il y a un des shots de l'animatique, enfin plusieurs même. Quand on est en extérieur, en fait, il y a le vent. C'est plus rapide et plus léger de juste simuler du vent sur les cordes plutôt que de devoir animer corde par corde. Là, elles bougent toutes ensemble. Donc là, il y a ça, c'est un des shots avec toutes les cordes du bateau. Donc il y en a beaucoup. Et donc elles bougent pas toutes, mais certaines bougent, d'autres non. L'outil aussi permet de faire du high poly, donc vraiment la corde définie, ou du low poly pour tout ce qui est dans le fond. Donc ça aussi c'est pratique, ça permet de jongler assez vite. Donc ça c'est les grands shots extérieurs où on voit un peu tous les gros tas de cordes, tout ça. Là on a la courbe que j'ai faite. Après j'ai le node de simulation, donc c'est lui qui va faire tomber en fait la courbe et la simuler vraiment comme un vêtement en fait. C'est comme voilà. Et ensuite, j'ai la troisième partie qui vient faire le mesh, donc l'objet autour. Et donc là, je peux faire soit du high poly, soit du low poly. Donc en fonction des plans, tout ça. Et je peux gérer le rayon, le nombre de brins, le twist. Comme ça, on peut faire des cordes vraiment sur mesure, en fonction de ce qu'on veut. Et si tu bouges le rayon, est-ce que ça va bouger, ça va repousser la corde sur elle-même ou ça faut juste, là c'est en orange, donc ça veut dire qu'il faut relancer pour que ça se recalcule. Donc si je la fais énorme et que je relance, hop, ça va se calculer correctement par rapport à sa taille. Et il faut que j'importe un peu de décor pour la poser dessus. Et donc toutes les cordes sont faites comme ça. C'est toujours le même outil en fait que après j'ai dérivé pour faire les cordes suspendues et celles du pont. Enfin celles que j'appelle du pont, qui sont celles qui sont tombées sur des objets. Donc là j'ai fait des pré-réglages en fonction des différents types de cordages. Comme ça c'est plus rapide. Donc c'est les premiers tests de cordes qui bougent parce qu'on a eu un problème aussi. C'est qu'un bateau, ça tangue. Plus le vent. Donc en fait les cordes ont un mouvement un peu de balancier. Sauf que nous on peut pas faire bouger le bateau
parce que sinon il faut décaler toutes les animes et tout, donc c'est chaud. Et du coup j'ai fait du vent en fait qui va de droite à gauche pour un peu simuler ce truc de balancier, un peu faker. Ouais, faker un changement de gravité mais par le vent. C'est ça. Okay. Et si un personnage chope une corde, tu vas devoir du coup t'adapter à l'animation et. Ça on l'a dans le film. Et j'ai fait une simu, donc en fait il y a le perso qui tape dans la corde. Et donc en fait je l'ai d'abord fait tomber sur le sol. Et ensuite le personnage vient donner donc son coup de pied et en fait elle est simulée. Donc voilà. C'est comme du décor en fait qui la pousse. Okay. Du coup elle va bouger avec. J'ai simulé avec son pied pour que ça la pousse. Ensuite, j'ai l'océan. Notre premier shot de l'animatique, c'est un estab du bateau avec l'océan. J'ai fait des mini rendus, des tests, tout ça. C'est rendu dans Karma, ça. Ok. Ça rend vachement bien. Et ouais, c'est fou les variations entre genre là où il y a des vagues et là où il y a des zones de calme. Sur les images, ça marche bien. Mais en fait, c'est des presets de Karma, donc c'est dans le logiciel un peu. Après, on le modifie à notre sauce, tout ça, mais du coup, ça marche assez bien, assez vite. C'est choquant, le réalisme. Donc, le principe, c'est on a un plane, et en fait, on va y mettre une texture dessus. Une texture animée, qui va créer la display, et donc qui va créer les vagues. Donc, en fait, on a, dans la scène, on a vraiment juste le plane, donc le bateau. Et donc, c'est là-dedans qu'il y a des trucs un peu déjà faits de Karma qui va nous permettre d'avoir une display qui marche bien avec la texture, tout ça. On met nos lumières, nos caméras. Et après, on rend. C'est des sortes de layers. Okay. Donc, on a le bateau tout seul et l'océan sans le bateau, avec vraiment juste l'océan. Et du coup, après, ça, on met les deux ensemble et au compo. Et donc, on a prévu de faire ça. Au début, on avait de l'eau dans la cale. Okay. Et donc, j'ai fait plein de recherches pour l'eau de la cale. Donc, donc ça, c'est des recherches de textures pour réussir à avoir des textures concluantes avec les différents moteurs de rendu. J'avais fait des splashs, je sais pas ce que ça donne, mais ouais, voilà. Pour qu'il tape dans l'eau. Parce qu'il devait tomber dans la cale, se battre dans l'eau, tout ça. Donc il y avait pas mal de recherches. Mais au final, on a un peu abandonné l'idée parce que c'était pas très rentable et ça apportait pas spécialement. Donc au final, on s'est économisé ça. Et ces recherches-là ont dérivé ensuite sur les recherches de sueur. Parce que du coup, j'ai utilisé... Parce qu'en fait, on commençait à faire sortir des choses. Bon, là, c'est un peu décalé, mais c'était surtout sur les gouttes, tout ça. Et en fait, ces gouttes-là, on s'est dit, ah oui, mais on peut faire de la sueur. Ben, on a du sang. Et je pense que ça va ressembler au setup de sueur sur les grands principes, les grandes lignes. Je pense que ça va être la même chose. Et donc, il y a plusieurs types de gouttes. Il y a les longues gouttes qui vont vraiment dégouliner. Et après, il y a les micro-gouttelettes qui vont rester sur le visage. Et le défi, ça a été quand même de faire que les gouttes... Donc et un comportement un peu d'eau, qu'elles marchent ensemble. Donc j'ai plein de tests différents. Donc là c'était pas top encore. J'ai vraiment un truc de rêve de sueur, j'en ai pas mal. Et donc là ça c'est les micro-gouttelettes. Et le défi c'était vraiment que quand le visage du perso se déforme, il faut que les gouttes restent sur le visage parce que les faire à l'arrêt sur un visage immobile ça se fait. Mais après, faire que ça suive, c'était autre chose. Pour finaliser un peu, il y a les gouttes qui coulent et qui, une fois qu'elles arrivent en bas du visage, en fait, elles tombent. Voilà, ça aussi, c'est un autre truc à part. Donc à chaque fois, c'est des petites étapes comme ça qu'on passe et essayer de les comprendre. Qu'est-ce qui fait que ça ressemble à de la sueur? Qu'est-ce qui fait que c'est réaliste? Parce qu'au début, par exemple, quand j'ai essayé sur ma sphère de la faire sortir de l'eau et d'avoir des gouttes réalistes qui s'écoulent, en fait, les presets de base font que l'eau coule droite en tombant. Et en fait, sur le moment, on comprenait pas qu'est-ce qui faisait que ça fait pas réaliste. Et en fait, c'est que le fait que l'eau, quand elle s'écoule, elle descend et ensuite elle tombe. Ah oui. Et en fait, sur le moment, on n'avait pas tilt que c'était ça. Un peu à la surface tant qu'elle peut. Et c'est pas droit. Et du coup, c'est ce genre de petits détails qu'il faut chercher à voir. Et c'est ça qui va donner le réalisme, c'est que elle va aller jusque là avant de tomber et pas couler tout droit. Dans mon setup, en fait, je vais récupérer l'alambic de l'anime. Je vais simuler mes gouttes dessus. Je vais sortir un alambic de mes gouttes. Donc c'est vraiment un objet, c'est comme les cordes, c'est un objet qu'on rajoute après. Tu le simules d'abord, mais à la fin, tu l'exportes comme un objet solide. Qui bouge. Et cet alambic-là, il va être après texturé. Et donc c'est dans les scènes de build, on va tout mettre ensemble. C'est le moment où on met tout le monde, où on met les persos, le décor, la sueur, tout ça, on les met tous ensemble.
on met la lumière et après du coup on rend et tout se rend ensemble. Et du coup, peut y avoir quoi d'autre dans les effets spéciaux? Il y a le groom, Ouais. donc les poils, les cheveux. Il va y avoir aussi du groom sur les cordes. Tout ça, même si c'est des détails, en fait il faut y penser. Donc il y a le sang, la sueur, les vêtements. Nous on a des cordages, l'eau. Il va y avoir peut-être de la bave. Et ouais, les grandes lignes, c'est après les vêtements et les cheveux qui vont être simulés. En plus, nous, sur notre film, on simule tout. On rigue pas les vêtements ni rien, on fait que de la simulation. Il y a les hamacs aussi qu'on simule. Ok. Parce qu'il y en a qui riguent les vêtements plutôt et qui les animent à la main. Ouais, il y en a qui riguent quand c'est des vêtements un peu plus simples ou alors du stylisé un peu. Ok. En fait, on a le choix, on peut tout simuler, mais après, c'est très long, c'est très cher de simuler. Très cher. En fait, il faut laisser l'ordinateur calculer super longtemps parce qu'on part du personnage en posté. Ouais. Et ensuite, on a une centaine de frames où il vient se mettre dans la pose de départ. Ok. Et après, il va commencer sa course, tout ça. Donc en fait, c'est du calcul d'ordi vraiment dense. C'est très long. On a le pistolet qui, vu de face, c'est vraiment un gros plan, donc on risque de devoir faire des FX de fumée et peut-être d'étincelles, tout ça. Ok. L'étincelle, c'est quoi? C'est particules? Ouais. Et ou feu, pyro. Feu. Donc ça, on risque d'en avoir quand même. Mais on l'a un peu mis de côté parce que ça apparaît pas du tout dans le teaser. Ouais. Donc et puis c'est plus mineur dans le film quand même. Donc, La prochaine étape, c'est le lighting. Ça, c'est un gros morceau. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire ce qu'on appelle du multi-shot. En fait, on aurait une scène template, donc c'est typiquement cette scène-là, où on importe notre décor avec les textures, on l'importe dans notre scène, et maintenant, qu'est-ce qui manque? C'est les lumières. Et l'avantage de la 3D, c'est qu'en fait, on peut venir faire plusieurs séquences et plusieurs shots en même temps, dans un seul template. En fait, on vient placer nos lights à la main pour l'entièreté de la séquence, et c'est donner une ambiance un peu générale à notre décor. Et l'avantage, c'est qu'en fait, on peut directement lighter sur le décor qu'on a exporté depuis Maya, qui est en proxy, donc avec des cubes, des trucs très simples, pour donner une ambiance globale. Et au fur et à mesure, on viendra mettre à jour les textures, les modélisations. On aura juste à venir cliquer sur un petit bouton Reload ici, et ça va se mettre à jour au fur et à mesure. L'avantage de Houdini, c'est que le système de lighting est super facile en fait. Donc on a ce qu'on appelle des lights, du coup, qui sont ces petits icônes-là. En fait, on peut venir les déplacer dans l'espace 3D avec des petits trucs, et ça vient se mettre à jour directement, soit par le rendu temps réel de Houdini, soit directement dans le moteur de rendu. Donc là, si je lance mon rendu, j'ai un truc beaucoup plus précis. Et on a plein de petits outils pour venir placer nos lumières. Par exemple, en fait, je peux venir cliquer sur ce petit bouton et dire, on peut pointer un endroit où on veut vraiment que la lumière vienne éclairer. Okay. Pareil pour avoir une spéculaire à un endroit. Je sais pas si tu vois ce que c'est une spéculaire. C'est le point de brillance. Ouais, voilà. Et ben en fait, on peut dire, ok, pile à cet endroit-là, je veux une spéculaire. Donc tu cliques, bam, et ça te place ta light. Voilà. Encore une fois, il y a un plafond, donc il galère. On va ouvrir une nouvelle scène. En fait, tu vois, tu peux venir directement dire, ok, ma light est comme ça. Voilà, et si je veux une spéculaire, je viens sélectionner l'endroit et tout. Tu peux avoir des ombres plus ou moins dures. Voilà. L'avantage de Houdini, c'est qu'en faisant CTRL-clic, on garde la même intensité de lumière reçue sur l'objet. Et si on recule une lumière, ça augmente son intensité. Là, typiquement, tu vois, plus je la rapproche et plus je l'éloigne, on va dire le résultat change pas. Mais en gros, ouais, tu vois, en parallèle, j'ai mon intensité ici qui vient changer. Ouais. Donc en fait, on garde toujours une conservation de l'énergie sur l'objet, quoi. Ce qui fait que si tu places un objet plus près de la lumière, il va être complètement éclaté par la lumière. Okay. Ouais, donc c'est toute la complexité du lighting. Essayer de placer des lumières sans que ça fasse des trucs chelous, tout en ayant un rendu cool. Après, bien sûr, il y a des triches qui existent, comme dans la réalité, en fait. Par exemple, on va être sur un shot où, je sais pas, on va être dans une grotte, mais on voit pas le plafond de la grotte, tu vois. Ben, on vire le plafond. On n'en a pas besoin. Et ça vous arrive aussi d'éclairer des éléments indépendamment de la scène dans laquelle il est passé. Ça, c'est ce que tu peux pas faire dans la réalité. Et typiquement, nous, c'est ce qu'on fait là. En fait, pour t'expliquer la manière dont nos persos fonctionnent, c'est qu'ils émettent de la lumière. Ils doivent évoluer dans un environnement très sombre, et du coup, ils doivent éclairer leur environnement. Donc, dans la réalité, si un personnage vient éclairer son environnement, genre, il est cramé à l'œil. Tu vois, il sera tout blanc. Pour qu'il y ait vraiment un truc comme ça. Et ça, on peut pas se permettre parce qu'on veut quand même des persos qui ressemblent à quelque chose. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vient mettre des lumières dans nos persos qui suivent l'animation. Par exemple, une lumière dans la tête, dans le buste, dans les bras, dans les mains. Ces lumières-là vont venir éclairer le décor indépendamment du perso. C'est-à-dire qu'en fait, le perso pour la lumière n'existe pas. Et du coup, ce qu'on appelle le light linking, donc c'est vraiment une triche qu'on n'a pas dans la réalité du coup, où on peut dire, ok, par exemple, telle lumière vient affecter tel objet, et tel objet n'est pas affecté par telle lumière
des trucs comme ça. Ok. Du coup, c'est très très pratique pour avoir un contrôle vraiment au poil de ce qu'on veut faire. L'idée, c'est d'éviter de l'utiliser quand même parce que on va dire que c'est une triche qu'il faut utiliser si c'est vraiment nécessaire. Ouais. Et le problème, c'est que plus on l'utilise cette triche, moins il y a de cohérence dans nos lumières. Là, pour le coup, on l'utilise parce que c'est vraiment le concept de notre film d'avoir des personnages qui éclairent. Voilà, typiquement, notre personnage est au milieu d'un... C'est un animal. Hein. Si je lance le rendu, voilà, tu vois, j'ai mon personnage qui vient émettre autour, par contre qui ne reçoit pas la lumière venant de l'intérieur. Et en fait, cet effet de brillance qu'on a quand, par exemple, je sais pas, tu vois, les petites lampes en plastique là. Ouais, je vois. Et ben pour avoir cet effet-là, en fait, on vient le récupérer au compositing. Ouais. Tu rajoutes un effet de c'est ça. lueur diffuse. C'est ça. Quoi. Typiquement, on a des notes de glow. Où en gros, on vient brancher notre image dedans et elle va donner un effet de glow. Voilà, c'est pas le bon node. Hein. Fibonacci glow. Voilà. Tu vois, on vient récupérer des effets de glow comme ça. Donc en fait, on vient faire un lighting global pour l'entièreté de notre séquence. Par exemple, notre décor, comme c'est à la séquence, il va être à peu près le même pour toute la séquence du coup. Et on sait qu'à peu près, il va y avoir des lights qui vont se placer comme ça et comme ça. Et ça nous fait une grosse base de lighting en fait, qu'on va réutiliser pour tous les shots de la séquence. Et du coup, ça nous fait un énorme gain de temps parce qu'au lieu de replacer à chaque shot des lumières, de venir les replacer à la main, c'est compliqué, ça prend du temps. Là, on le fait une fois par séquence. Et les seules modifications qu'on fait au shot, ça se passe ici, pareil dans des petites boîtes, en disant ok les lumières que j'ai déjà, est-ce qu'elles me conviennent, est-ce qu'elles ne me conviennent pas, si elles ne me conviennent pas, on peut venir les déplacer. Si elles me conviennent, on les laisse, et si on veut en rajouter, on vient juste rajouter à l'intérieur des petites lights ici, juste pour ce shot. Entre la partie light rig à la séquence et la partie lighting au shot, on intègre l'animation des persos. Du coup, en fait, toutes les modifications qu'on va vouloir faire au shot, on aura les animations. Donc en fait, si on veut vraiment lighter, je sais pas, un personnage qui court et qu'on veut qu'il y ait une light qui suive le personnage, on peut le faire. Mais du coup, ce sera à l'étape d'après le light rig. Quoi. L'avantage, en fait, d'un light rig, c'est un squelette de lumière. Tu prépares la scène, tu fais rentrer les acteurs, tu filmes et tu ajustes au moment où les acteurs sont là. Sauf que l'avantage de la 3D, c'est que tu peux ajuster la lumière après avoir tourné avec Ouais, en vrai, tu peux le faire après. Ouais. Et l'avantage, c'est qu'en fait, dans la même scène, on peut avoir plein de boîtes qui sont connectées comme ça. On peut travailler sur le shot 3, par exemple, mais je peux aussi travailler sur le shot 4, shot 5, shot 6, dans la même scène. Et ensuite, je viens les exporter. En fait, je viens exporter mon lighting dans un fichier USD. Comme le lighting, c'est la dernière étape avant le rendu, on fait notre lighting. Une fois qu'il est fait, on sort les outputs. Donc en fait, tout ça, c'est la partie output où en gros j'ai tous mes layers qui sont répertoriés. Au lieu d'avoir une image avec juste une seule image, on va avoir plein d'images qu'on va venir superposer les unes entre les autres et ça permet d'avoir le contrôle séparé sur tous ces plans là. Donc on aura le layer qui va être vraiment très proche de la caméra, ce qu'on appelle le plan repoussoir, et derrière un autre layer pour tout ce qui est un peu le reste, et puis possiblement un layer pour les personnages, les FX, les trucs comme ça. Donc foreground CHR, c'est les personnages. Donc mon layer des personnages qui seront devant, donc en premier plan. Donc là j'ai mes beauties, c'est les images uniquement c'est les AOV uniquement pour composer mon image, donc en couleur. Et là-dedans il y aura uniquement les trucs un peu techniques, les passes un peu techniques. Et là j'aurai vraiment une passe dédiée à la dip. Et ça pour chaque layer. Donc j'ai les personnages du premier plan, background CHR, les personnages du second plan dans lequel on va mettre les personnages, genre les figurants, les trucs comme ça. L'environnement premier plan, l'environnement second plan. Comme on a un monstre dans notre film, on fait un layer exprès, parce qu'il a besoin d'un peu de contrôle. Il va avoir, en fait c'est un monstre avec des effets de brush, 3D, enfin un truc un peu chelou. Et du coup on fait un layer exprès pour ça. On lui sort des utilities aussi. Et il va même avoir un layer exprès dans lequel parce qu'il fait un peu de fumée, tu vois. Il va avoir uniquement la fumée dans ce layer. Comme ça en fait on peut vraiment avoir le contrôle sur tout ce qu'on veut. Tous les trucs importants de notre film. Et on fait un dernier layer d'Atmos, parce qu'on avait dit qu'on la sortait en 3D. En fait, on vient englober notre scène entière dans un gros cube qui émet du volume. Et du coup, c'est ce qui va donner un peu cet effet de profondeur, de volume. Et comme c'est géré dans un autre layer, si on veut l'enlever au compositing, on peut quoi. La vidéo commence à être longue, donc je vous ai gardé les secrets, encore plus secrets de la vie secrète d'un plan d'animation 3D dans une vidéo bonus. Vous pouvez cliquer sur la suggestion qui s'affiche juste ici ou sur le lien en description pour en apprendre plus sur le texturing, le compositing, le pipeline et d'autres outils que les animateurs utilisent. Déjà, le cinéma, on aime bien tricher, mais alors... En 3D, pouvoir tricher la physique comme ça. On peut aller tellement plus loin dans le détail. Ils y ont passé 5 ans et ils apprennent encore. Je suis vraiment hyper reconnaissant d'avoir pu passer une journée entière à les embêter pour
comprendre un peu mieux la production 3D, j'ai tellement appris. Merci encore à l'ESMA, merci encore aux étudiants d'avoir pris le temps de m'expliquer les choses, même quand je fatiguais. Allez suivre leurs films sur Insta, et on se donne rendez-vous le 20 juin pour la sortie des teasers.